Le fait de peindre, c'est un petit peu se retrouver un peu face à soi-même, donc ça fait du bien. Parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc et donc vous êtes une artiste accomplie, hein, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous écrivez des poèmes. J'écris des poèmes, je fais des films, je réalise, je sais plus tout ce que je fais. Oui, mais j'ai pas de mérite, je suis née là-dedans, moi on m'a appris que ça. Hein. C'est vrai, c'est depuis toute petite que vous êtes... Oui, je suis née dans une famille chez des cinéastes, donc qu'est-ce qu'il y avait au départ ? C'était toujours beaucoup de monde, c'était le cinéma, mais c'était le cinéma de l'époque. Et le cinéma de l'époque, c'était quand même, je sais pas, moi je suis née en 49, donc vous voyez, dans les années 60, j'étais petite et j'avais des parents qui n'étaient pas disponibles pour moi. Hein. Mais c'était pas le même cinéma. C'était un cinéma... il y avait les grosses voitures américaines, c'était fast, c'était bon. Et puis de temps en temps, il n'y avait pas d'argent, donc j'allais à la campagne chez mes grands-parents. Et la peinture, c'est venu quand alors? Voilà, ce besoin de solitude. Ce besoin de solitude, quand on était avec trop de monde, j'avais besoin de me retrouver et de dire à la toile ce que je ressentais vraiment. Une évasion, quoi. Une évasion. Parce que sinon, c'était faire semblant d'eux. Faire semblant d'être heureux, faire semblant... Tandis que face à la toile, on ment pas. On ment pas. On se retrouve seul avec soi-même. Ou moi, je dis, avec l'au-delà, mais bon, ça, c'est chacun. Hein. Moi, j'ai besoin d'avoir un contact avec un maître. Hein. Donc, j'ai l'impression que quelque part... Alors, j'ai travaillé avec tout un tas de peintres hein, qui avaient des techniques très, très fouillées. Alors, évidemment, à la base... J'ai appris avec eux et j'ai appris la technique, la vraie technique. On fait ceci, on fait cela, bien. Et puis après, vous partez vers quelque chose d'autre. Moi, je suis partie vers le naïf parce que j'ai voulu garder cette âme d'enfant. Ce sont des contes. Hein. Là, c'est une fleur, par exemple. C'est un bouquet qui va être mis en décoration. Par contre, dans les toiles où je travaille les personnages, eh bien, c'est une mise en scène, qui est une pièce de théâtre, vue par moi. La peinture, ça a été un refuge tout le temps. Donc, avant, je peignais pas bien du tout. Maintenant, je suis pas sûre de peindre bien non plus. Je peins différemment. Mais... Vous avez trouvé votre style et votre propre technique, en tout cas. Voilà. Alors, elle est très épaisse, hein, la peinture. Hein. Quand on ne connaît pas tellement, on a l'impression que c'est de la peinture au couteau. Au départ, je pars avec plusieurs couleurs sur le doigt. On voit, oui. Voilà. Après, vous lui donnez la forme que vous avez envie. C'est un jeu, vous vous amusez, vous faites comme les enfants. Puis c'est très sale, c'est très chouette. Est-ce que c'est pas parce que c'était interdit? Ça se peut, vous savez, moi je suis une rebelle. Hein. Et là, on va lui donner une petite touche où les feuilles descendent. Alors après, on prend un pinceau, on est presque dans l'abstrait après. Et vous exposez en ce moment? Là, je vais exposer à la Maison du Protestantisme. D'accord. Sinon, j'ai exposé beaucoup à l'Assemblée nationale. Hein. J'ai exposé un peu partout, dans les châteaux, parce que je suis un peu... c'est pas du snobisme, mais je me sentais un peu comme une princesse en allant exposer dans les châteaux. Hein. Alors là c'est quand on se fait plaisir. Alors là, on va jouer avec la toile. Il faut mettre énormément de peinture. Et là, on va jouer avec plusieurs couleurs. Donc, la main, le fond, évidemment, ça fait du bruit. Donc, on va laisser les couleurs qui vont apparaître un peu, vous voyez. J'ai travaillé simplement avec du bleu, du turquoise et du blanc. Hein. Alors, c'est un rond, c'est plus difficile. D'habitude, on fait les fonds autrement. Et là, on va laisser sécher. Hein. On va être obligé après le fond. Alors, on joue avec les mains et après, on va travailler dessus. C'est comme quand on se maquille. Vous savez, on met du bleu partout ou du marron, je ne sais pas. Et puis, petit à petit, après, on va étirer. Voilà ce que donne un fond. Presque un abstrait, vous direz c'est fini. Là, je vais retravailler les nuances. Alors, là, je peux rajouter un peu de vert. J'adore travailler les bleus. Alors là, par exemple, je pourrais aller travailler une mer. Hein, donc, je me mettrai une ligne dans le fond.
Puis après, je pourrais aller travailler à la limite un bateau, et tous les bateaux, voilà. Alors je vais donner une idée, mais évidemment que ça va pas être ça. Hein. C'est simplement l'ébauche là. Hein. Oui. Et on peut travailler dans le rouge et on peut aller beaucoup plus loin ou dans le violet. Et là, on va faire tout un tas de dégradés. Alors le bleu, je l'ai travaillé avec Caillot d'Angers, parce que Caillot d'Angers était un peintre qui travaillait, qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup aimé Chagall. Et les bleus, ils en étaient fous. Hein. Donc j'ai aimé travailler avec eux parce qu'ils ont travaillé des bleus chauds. Alors là, c'est un bleu nuit, mais après on peut partir dans le bleu très très chaud. Alors ça, c'est mes mains. Donc vous vous rendez compte que je suis sale après. Hein. Je vous serre la main. Si vous voulez. Alors, je travaille tout le temps avec des chiffons. Parce qu'on ne peut pas sans arrêt se laver les mains. Donc on a des chiffons, moi j'ai des draps, hein, et je m'essuie les mains. Sauf que la peinture à l'huile, vous voyez, ça reste. Ça colle, ça adhère. Ça colle, ça adhère. Alors on a les mains abîmées quand même, hein, parce que moi ça fait des années que je peins comme ça. Ça c'est les toiles, cette grosseur-là, à la limite, voilà, je travaille encore avec les mains. Après, il y a les toutes petites, je travaille les miniatures qui ne sont pas plus grandes que ça. Là, je travaille avec les plumes d'oiseaux. Et je vais juste dans le fond et tout. Mais là, je travaille pareil, hein, je travaille en apnée. Non, mais c'est vrai parce que, je vous le dis, je respire pas en fait. Quand je peins, j'oublie de respirer. Puis après, je fais... C'est drôle, hein? C'est plongé dans le grand bleu, c'est pour ça, non? Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi ne pas respirer, c'est... Parce que je veux travailler et mettre tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc c'est pour ça que quand on peint, souvent j'ai fait j'ai peint devant les gens, mais c'est vrai que c'est plus difficile que de peindre seul, parce que seul on se lance et allez, on est parti et on suit dans l'idée et on est capable de faire 2 toiles dans la nuit. Hein. De grandes, hein, je parle, hein, d'1 mètre sur 1 mètre. Voilà, alors là on définit, après on va travailler les rochers un peu plus blancs et ainsi de suite, hein, et on peut faire une toile très très vite. Hein. Nous allons arriver vers les plumes. Tout ce qui est instrument d'écriture. Hein. Donc, alors là, c'est l'une de vos spécialités. Est-ce que vous êtes... Un petit peu, oui, parce que je suis calligraphe, donc je suis un utilisateur, disons, de ce matériel-là. Donc, dans cette vitrine, comme les supports, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est classé par hiérarchie, c'est-à-dire on va commencer par le plus ancien, donc là, ce sont les calames, qui est utilisé avant l'année 600. Hein. Calame vient du latin calamus, qui signifie roseau. Donc tout ce qui est catégorie de roseau bien taillé, ça écrit très bien. Et on choisit l'art, c'est de savoir le tailler. Voilà. L'art, c'est de savoir surtout le tailler. Donc à partir de l'année 600, le problème, c'est que ces bambous ou ces roseaux ne poussent pas partout. Hein. On a remplacé progressivement ces calames par la plume. Alors on a l'habitude de dire la plume d'oie, mais c'est plus que la plume d'oie. C'est la plume de canard, c'est la plume de dinde. Des plumes d'oiseaux, quoi. Des plumes d'oiseaux, mais pas tous, car il faut que l'extrémité de la plume soit dure. Notamment les plumes de poule et de coq, ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas parce que c'est trop tendre. C'est trop mou. Ici, vous avez tout le matériel qui permet de tailler les plumes d'oie. Ça s'appelle des canivets. Alors vous avez des canivets à 2 lames, vous avez des canivets à 1 lame, à 4 lames même. L'ancêtre du taille-crayon. Voilà, l'ancêtre, oui, du taille-crayon si on veut. On arrive à la vitrine des plumes en verre, à savoir que la plume en verre a fait la transition entre la plume d'oie et la plume métallique. Alors pourquoi elle n'a pas été beaucoup utilisée? Parce qu'on peut comprendre que c'est très fragile. Hein. Ben après, voilà, notamment, c'était aussi l'arrivée de l'école en 1880. Et ces plumes n'ont jamais utilisé à l'école. Il en aurait fallu des poètes tous les jours. Ouais, puis on les casse, on peut se blesser, c'est pas très pratique. Et donc, progressivement, la plume métallique a pris le dessus. Et à partir de 1900, on a pu trouver des plumes en verre. Alors on va arriver vers
la vitrine taxologique calamophilique. C'est ça. C'est un nom barbare pour désigner... désigner... C'est un nom barbare, mais je vais vous le décoder, c'est pas tout sorte difficile. de plume en métal. Alors, le mot taxologie veut dire méthode de classement, et on retrouve dans le mot calamophilique la racine du mot calame, dans le sens d'écriture. Donc c'est une méthode de classement pour les collections de plumes, afin de pouvoir faire des échanges équitables en permanence. Alors si on regarde de près ce tableau, on voit que les plumes, il y en a des quantités. Et oui, de toute forme, de toute taille. Voilà, chaque plume on peut faire un trait différent en fonction de son extrémité, et peut avoir une autonomie différente en fonction de sa forme qui sert de réservoir. Alors vous avez soit le réservoir qu'on peut ajouter soit dessus, soit dessous la plume, soit travailler le jour de la plume pour avoir un prisonnier, une goutte supplémentaire d'encre. Une goutte, c'est une demi-ligne d'écriture. Alors, une vitrine supplémentaire, on est toujours dans les porte-plumes avec réservoir escamotable, on a des porte-plumes en ivoire, on en a en os, tout un tas de matériaux encore on différents. les plumes, pour monter une plume, il faut tout bêtement un porte-plume. Vous avez même une série ici de porte-crayons, parce que le porte-crayon faisait partie aussi du matériel d'écriture. On a vu dans un crayon de voyage, il y a tout le temps un crayon qui fait partie de la composition. Voici revenu en 1920, cher Jean-Louis, le mercredi 13 juillet précisément, pour une leçon de morale. Alors à l'époque, évidemment, il y avait la leçon de morale. Respectons les cheveux blancs, voilà le thème du jour. Nous voici donc dans une salle de classe comme à l'ancienne. Alors c'est une classe que l'on a pu voir jusque dans les années 70 à peu près. J'ai écrit 1920, mais j'aurais pu écrire aussi bien 1910 Tiens, je vais m'asseoir, d'ailleurs. que 1960, puisque l'école a très peu évolué de 1910 à 1968, voire 70. Alors on retrouve toutes sortes d'objets évidemment que l'on trouvait à l'époque avec les syllabes ou encore la carte de l'Europe comme... Voilà, on travaillait beaucoup avec les cartes murales, aussi bien l'écriture, la lecture, les sciences, l'histoire, la géographie. L'instituteur travaillait beaucoup avec les cartes murales, qui ont été remplacées aujourd'hui par l'ordinateur, qui est un outil aussi qui n'est pas désagréable, mais je suis quand même encore un peu... C'est différent. Nostalgique de ces cartes murales. L'écriture à la craie. Alors, vous parlez de centre de morale. C'est vrai que tous les matins, c'était très varié. Un jour, c'était morale, un jour, c'était instruction civique. Donc, ça ne faisait pas de grande différence. Mais du CP au CM2, tous les matins, on avait droit à un quart d'heure, je dirais, de savoir-vivre. C'est ça. Alors, la punition, on l'a méritée quand on en avait une en général. En général, c'est ça, on l'a mérité. Et puis, surtout, on ne se rendait pas aux parents qu'on avait été punis ou qu'on avait des punitions à faire. Parce que le père ou la mère, souvent, il doublait ou triplait la punition. Donc c'est quelque chose qu'on se gardait bien de publier et qu'on faisait sans aucun problème. Alors là, on voit des bureaux, ceux-là notamment, qui viennent justement de Saint-Christol-les-Alès. Ces bureaux sont de Saint-Christol-les-Alès, sortent de l'école privée de Saint-Christol. Ils ont été en service jusqu'en 1960, à peu près, 1960-65. Et ce bureau-là, voilà le bureau que moi j'ai vu, avec le petit puits de soulève, on pouvait stocker les cahiers. Et ce sont que des bureaux qui datent d'avant 1950-55 parce qu'ils sont tous en bois. Il n'y a pas du tout encore de métal. Et justement, on voit l'encrier. Voilà, après est arrivé les pieds en métal, la séparation entre les élèves aussi en métal. La table est devenue plate et les trous des encriers progressivement ont disparu à partir des années 75. Vous avez les blouses, donc la blouse est obligatoire. Alors quand vous demandez aujourd'hui à un enfant pourquoi mettez la blouse, il y en a très très peu qui ne sauraient pas vous répondre pourquoi mettez la blouse. Alors bien sûr, la première réponse qu'ils vous donnent, c'est que c'est pas salir. C'est vrai, c'est pas salir. Mais c'était surtout pour enlever les différences de classe. Ben voilà, c'est-à-dire que l'enfant riche ou l'enfant pauvre, il faut qu'il ait une blouse, mais il était riche comme tout le monde. La blouse aussi était grise. Tous pareil. À l'étagère dessus, vous avez les gamelles. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont la chance d'avoir le matin une garderie, d'avoir une belle cantine à midi et d'avoir une garderie même le soir. Avant, ça n'existait pas tout ça. À l'époque, on amenait et on a amené la gamelle, dans laquelle on mettait les gamelles qui sont souvent à 2 étages, dans lesquelles on mettait un potage ou une soupe, et puis en haut on mettait un petit ragoût qui était composé d'un légume et d'un petit morceau de viande. Si on continue à scruter autour de la salle, là, on voit au fond de la salle le poêle. Et oui, évidemment, il fallait se chauffer. Voilà, il fallait se chauffer. Moi, à mon époque déjà, on devait ramener tous les matins 2 ou 3 petites bûches pour chauffer la classe tous les jours. Et vous voyez que devant le poêle, il y a les sabots de poser, les galoches. Moi, j'ai des galoches avec des fers dessous. Et quand on arrivait à l'école, si on avait, parce qu'on faisait comme les enfants d'aujourd'hui, on s'amusait dans les flaques d'eau en route.
Et les galoches étaient mouillées, il fallait les mettre à sécher on quittait les galoches, on laissait tout le temps des paires de pantoufles à l'école, on quittait les galoches, on fait sécher autour du poêle et on mettait les pantoufles. Alors on enseignait aussi la musique là-bas, on voit le guide chant. Voilà, on explique aussi aux enfants qu'il y avait une épreuve de chant, le certificat d'études primaires, et on faisait par semaine un quart d'heure, 20 minutes de chant, dont le maître avançait le guide de chant que vous avez là, il avançait au milieu, puis on chantait la Marseillaise, le chant de départ, il y avait 5 ou 6 classiques qui ont perduré jusqu'aux années 75, 78 à peu près, et après le certificat d'études a été supprimé. Soigné, à côté, vous avez aussi, non pas un boulier, mais un appareil à compter, avec des boules de différentes couleurs. Cet appareil à compter était encore en service à Lozère en 80-85, je l'ai récupéré là-haut. Donc on apprenait aux enfants à compter. Alors, une couleur représentait les dizaines, une couleur à centaines, et ainsi de suite. Et on peut remarquer aussi ce magnifique cartable que vous avez là, qui est pendu, avec des sangles pour le mettre au dos, un cartable en cuir. Et on ne changeait pas le cartable tous les trimestres comme aujourd'hui. Hein. On achetait un cartable à 6 ans et il allait jusqu'à 14 ans. Hein. Alors, outre la visite du musée du script, Jean-Louis, vous proposez des ateliers d'écriture, de calligraphie précisément, pour les enfants évidemment, pour leur apprendre cette écriture spécifique. On voit d'ailleurs sur le tableau quelques-unes des lettres, j'imagine, pour leur expliquer cette écriture. Alors, comment se passent ces ateliers et quel en est le but? Il faut savoir qu'il y a deux styles d'ateliers. Il y a un atelier de sensibilisation pour les scolaires qui dure 1h30, et puis vous avez les stages qui sont un peu plus lourds, qui durent 7 heures, qui se déroulent le week-end pour les adultes. Et au point de vue calligraphie occidentale, il y a 4 ou 5 calligraphies de base, en commençant par le gothique, la caroline, la chancelière et l'anglaise. Voilà, ce sont ces 4 calligraphies qu'il faut à peu près connaître pour pouvoir faire des compositions calligraphiques et rentrer un petit peu dans le domaine artistique. Et combien il faut d'heures alors pour arriver à écrire quelque chose? Alors ça va dépendre de votre volonté. Moi, une journée, un stage d'une journée, je vais vous donner toutes les techniques et on va faire l'alphabet complet. Après, c'est comme quand on était à l'école primaire, il faut s'entraîner. Voilà, c'est ça dépend le du temps que travail. vous allez consacrer. Moi, j'ai des gens qui sont devenus calligraphes déjà de bon niveau au bout de 3-4 mois, d'autres qui mettent 2 ans, 3 ans. Si vous arrivez à les consacrer 7 ou 8 heures par semaine, c'est parfait, vous allez progresser rapidement. Alors comment ça se passe pour le public? Il vous contacte et vous prenez rendez-vous pour souvent, ça se passe les horaires d'atelier? Ils voient qu'il y a des stages qui sont programmés. À ce moment, ils me laissent leurs coordonnées, je leur envoie par mail, présentant cet outil incontournable, le contenu du stage, et ils s'inscrivent au stage prochain qui doit se dérouler. Bon, ben on va commencer. Allez, je vous regarde parce que moi je ne sais pas écrire avec une plume. Alors, ce que moi j'apprends ici, c'est surtout le côté pratique. Donc apprendre déjà à bien mettre l'encre correctement. Voilà, déjà il faut doser l'encre correctement et doser son effort sur le papier. Là, je suis en train de travailler avec un calame, donc vous voyez, un instrument qui a été utilisé avant l'année 600, mais qui est encore utilisé en calligraphie, et notamment en calligraphie arabe. Alors, il faut vraiment prendre son temps pour former les lettres de façon et puis, vous voyez, correcte. Je tente de le parler machinalement. Quand je parle, quand j'écris, en principe, je ne parle pas. Alors, on se tait. Vous voyez qu'à mesure que mon niveau d'encre diminue dans mon calame, l'écriture devient claire. Ce qui fait d'ailleurs la beauté de la calligraphie. C'est quelque chose que les enfants n'aiment pas, mais moi je trouve ça très bien. Vous voyez, je viens de retremper. Mon E que je vais faire va être beaucoup plus foncé que le reste, mais c'est pas du tout gênant. C'est tout en nuances. Et quelqu'un qui connaît la calligraphie, rien qu'en voyant l'écriture, il peut deviner avec quel instrument ça a été écrit. Puisque si vous écrivez avec une plume doigt, le dégradé de couleur sera beaucoup plus resserré que ce qu'il y a avec le calame. Vous voyez, le calame, j'ai fait ici 1, 2, 3, 4 lettres sans tremper. Après, je retrempe. Vous voyez, ici, c'est pareil. J'ai trempé ici, j'ai fait 1, presque entière, 2, 3 et 4 lettres. Il y a plus de réserve d'encre, finalement. Voilà. Oui, parce que la fente qu'il y a de la calame, que vous avez ici à l'intérieur, ça sert à la fois de régulateur d'encre, mais ça sert aussi de réservoir, puisque le bois absorbe quand même un peu l'encre, et l'encre est située par cette fente sur le papier. Ben voilà, parfait. Voilà. Bon, ben merci beaucoup Jean-Louis pour ce magnifique voyage dans le temps. Au-delà de l'écriture, on s'est aussi replongé dans l'ancien temps de cette classe, Merci cette salle de classe dans laquelle on se sent d'ailleurs très bien. On est très bien.
On a l'odeur, on a l'ambiance, on a tout. Hein. Ouais, c'est parfait. Les poules couvent au couvent. Point final de la dictée. Alors pour la semaine prochaine, tous, vous devrez regarder Territoire, comme chaque semaine d'ailleurs le vendredi, sinon attention, punition. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce Territoire. Merci à Frédéric qui a été un très bon élève et qui a fait de magnifiques images. Et merci à Jean-Louis Bonnefille qui nous a servi de guide pendant toute cette émission. Vous pouvez bien sûr revoir Territoire sur notre site www.tvsud.fr et nous laisser vos commentaires. À la semaine prochaine et faites vos devoirs. C'est gauchère en plus. Alors, gauchère, il faut mettre le cahier comme ça. Voilà, comme ça.